Romain Desarbres. Il est midi 20, merci d'être avec nous dans Europe 1 Midi sur Europe 1 et on accueille aujourd'hui Jordan Bardella. Bonjour Jordan Bardella. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous allez être interrogé par les auditeurs d'Europe 1. Vous êtes évidemment le président du Rassemblement National et député européen. Déjà une question, est-ce que vous avez regardé Emmanuel Macron hier soir à la télévision sur TF1 ? Honnêtement, Oui. non. Je n'ai pas pu le regarder hier soir, mais en revanche, j'ai regardé ce matin, je l'ai regardé en replay ce matin. En totalité ? Je ne m'attendais pas à grand-chose, mais j'ai quand même été un peu déçu. Bon, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Qu'est-ce qui vous est comment vous commentez cette prise de parole ? Le président de la République repart à l'offensive, c'est-à-dire qu'on sort d'une séquence où il a probablement fait adopter avec force, je trouve, en violant le processus démocratique et la volonté du peuple français, une réforme que En l'immense... violant le processus démocratique. Oui, je veux dire, il n'y a pas eu de vote à l'Assemblée, on a privé les députés de vote, on savait qu'en allant au vote... Lui dit le contraire, il dit il y a eu un vote. Oui, C'est ce qu'il a dit hier soir. La question c'est, oui c'est constitutionnel, je vous l'accorde, c'est constitutionnel, mais vous savez dans la Constitution il y a aussi un article, l'article 16, qui permet au président de la République de prendre tous les pouvoirs. Bon, alors on n'en est pas là, mais vous me direz c'est constitutionnel, ça appartient à la Constitution, mais est-ce que c'est démocratique au regard de la situation du pays alors que tous les Français n'en voulaient pas? Je ne le crois pas. Et donc à partir de cela, le président essaie d'utiliser aujourd'hui des sujets qui sont populaires, en allant jusqu'à mentir, parce que quand on dit les impôts ont baissé depuis 5 ans, on va continuer à les baisser. Non, les impôts n'ont pas baissé depuis 5 ans. La France est l'un des pays qui est là des taux de prélèvement obligatoires parmi les plus développés, les plus hauts de l'OCDE. 45% de prélèvements obligatoires, c'était 45% en 2017, c'est 45% en 2022. Et on le sait d'ailleurs, Madame Molinier de l'IFRAP, qui est spécialiste de la question fiscale, le dit, la pression fiscale s'est alourdie de 54 milliards d'euros supplémentaires entre 2017 et 2022, pour une raison très simple, c'est que ce qui a été donné de la main gauche aux Français, on l'a repris de la main droite. Vous ajoutez à cela une croissance nulle et une inflation importante, ça fait que l'État prélève toujours plus, avec cette question essentielle pour les gens, où passe notre argent? Plus les gens payent d'impôts, plus le service public se dégrade, plus l'hôpital tombe en ruine, plus la justice devient lente, plus la sécurité, moins la sécurité en tout cas n'est assurée dans le pays. Donc les gens se demandent mais où passe notre argent? Et ça pose la question de l'efficacité de la dépense publique. Alors Emmanuel Macron parle aux classes moyennes, veut parler en tout cas aux classes moyennes. Il a promis 2 milliards d'euros d'impôts en moins. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais non, mais si demain il dit il va faire soleil sur toute la France, tout le monde va trouver que c'est une bonne nouvelle. Mais la question, c'est quelle est la crédibilité de quelqu'un qui vient nous dire aujourd'hui je vais baisser les impôts après les avoir augmentés depuis 2017. 13 milliards d'euros supplémentaires de prélèvement d'impôts sur le revenu, 30 milliards d'euros de prélèvements supplémentaires pour la CSG, 40 milliards d'euros de prélèvements supplémentaires sur la TVA. Ça, ce sont les chiffres qui sont, je veux dire, ils sont irréfutables. Ce sont les chiffres qui sont donnés par l'IFRAP et les Français le constatent bien dans leur quotidien. Aujourd'hui, l'urgence, c'est de soulager la pression fiscale sur ceux qui travaillent, sur les classes populaires et les classes moyennes. Et c'est la raison pour laquelle, vous le savez, nous proposons des baisses de taxes, notamment des baisses de TVA. Je prends un exemple sur le carburant, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui sont dans leur voiture et qui sont contraints dans beaucoup de territoires de France, notamment dans les campagnes, de limiter leurs déplacements parce que l'essence est devenue trop chère. Ce que nous proposons, c'est de faire de l'essence et du fait de se déplacer un bien de première nécessité, de baisser la TVA de 20% à 5,5% pour rendre du pouvoir d'achat aux gens. Parce que quand il y a 60% de taxes sur l'essence et que le carburant est à 1,90, on peut immédiatement agir pour redonner de l'oxygène aux Français qui travaillent. Élie nous appelle de Haute-Savoie. Bonjour Élie. Oui, bonjour Monsieur Desarbres. Bonjour Monsieur Bardella. Bonjour monsieur. Merci d'avoir pris ma question. Merci d'être avec nous. Vous aviez une question sur les impôts. Oui, voilà, moi j'ai une question sur les impôts parce que j'ai l'impression que depuis l'impopularité de Monsieur Macron, il y a 3 Français sur 4 qui sont pas d'accord avec sa politique. Il nous annonce des donations vite fait, là je fais vite parce qu'il y a du monde, il nous annonce des donations là-ci, des donations là, et notamment une baisse d'impôts de 2 milliards d'euros. Personnellement, moi j'ai 60 ans, je suis en invalidité, je travaillais dans un État étranger, ce que j'ai dit à votre collaborateur qui m'a pris au téléphone, mais j'ai pas l'impression que mes impôts ont baissé, ça serait même plus le contraire. Alors, est-ce que c'est tous ces effets d'annonce, c'est pour se, entre guillemets, je parle entre guillemets, c'est pour se refaire la cerise face à son impopularité? J'en sais rien, mais il nous avait déjà fait le coup avec les gilets jaunes, et là, je suis pas sûr que les Français soient dupes. Qu'en pense Monsieur Bardella? Je vous remercie. Jordan Bardella, j'ai une toute petite question à poser. Élie, vous vous situez dans quel niveau de salaire?
Quel niveau de revenu? Alors écoutez, moi j'ai travaillé en Suisse pendant 28 ans, j'ai 60 ans, malheureusement je suis en invalidité pour cause de maladie. Avec le change, j'ai un bon salaire, je touche 3 500 €. D'accord. Mais avec les invalidités, l'invalidité de Suisse qui me paye aussi pour mes enfants. Donc tout est compris dedans. Tout est compris dedans. Bon, Jordan Bardella vous répond. Non mais je partage votre ressenti, monsieur, et je pense que les Français, et notamment les Français qui travaillent, le ressentent. C'est-à-dire que les Français qui bossent ont le sentiment aujourd'hui que pèsent sur leurs épaules les efforts de l'intégralité de la société. Et on oublie trop souvent dans le discours, dans les mesures économiques qui sont prises, ces Français-là, parce que ce sont des Français qui ne se plaignent jamais, ce sont des Français qui, bien souvent, n'ont pas suffisamment de moyens aussi pour faire grève. La classe moyenne inférieure, ça existe aussi, et qui sont, je dirais, trop riches pour rentrer dans les minima sociaux, et qui ne sont pas assez riches pour bénéficier des mesures d'exemption d'impôts, et notamment d'impôts pour les plus riches qui ont été mises en place par Emmanuel Macron. En fait, Emmanuel Macron a fait un choix, c'est celui de privilégier les premiers de cordée, je dirais, au détriment des premiers de corvée. Il a supprimé, vous le savez, l'impôt sur la fortune. Ouais. Il a supprimé l'exit tax. Il a engagé une réforme de la flat tax sur les plus-values, ce qui fait que, pour dire les choses très simples, il a redonné du pouvoir d'achat aux Français. L'Institut des politiques publiques l'avait démontré. Il a redonné du pouvoir d'achat aux ultra-riches, aux Français qui gagnaient déjà beaucoup dans notre pays. Moi, je n'ai pas de haine de la réussite. Je ne suis pas à la NUPES. Je pense que quand on est en France, on peut être un grand patron, on paye ses impôts en France, mais on a le droit de réussir. Et quand on réussit, c'est aussi parce qu'on crée beaucoup d'emplois. Mais il faut juste qu'il y ait un sentiment de justice fiscale, de justice sociale et d'efficacité de l'impôt. Donc, il faut pouvoir effectivement soulager la fiscalité. Moi, je vous ai donné l'exemple de la TVA, mais on pourrait parler de beaucoup d'autres exemples. Mais je dis juste une chose, c'est qu'il y a des mauvaises dépenses dans la dépense publique aujourd'hui. La fraude en est un. L'immigration massive et les prestations sociales que nous donnons à tous les gens qui viennent de l'étranger sans jamais avoir travaillé ou cotisé est un exemple d'économie à faire. L'argent que nous donnons de manière excessive à l'Union européenne chaque année et qui en fait une utilisation qui ne revient pas dans les caisses de l'État français, c'est une dépense excessive. La décentralisation, c'est un coût excessif. Donc, il y a des économies de bon sens à faire et avec ces économies de bon sens, on peut rendre du pouvoir d'achat aux Français. Mais encore une fois, gouverner, c'est choisir. Et les Français, et monsieur le disait, ne sont pas dupes. Je veux dire, quand on a augmenté les impôts pendant 5 ans, on vient de faire adopter la réforme la plus impopulaire de la décennie. Venir dire on va baisser les impôts, lutter contre la fraude, c'est sûr que là, ça pose la question de la sincérité. Beaucoup d'appels au Standard d'Europe 1 pour vous poser des questions. Jordan Bardella, président du Rassemblement National, dans Europe 1 Midi. Gilles, tiens, on prendra Gilles juste après la petite pause. Chef d'entreprise, il ne trouve pas de salariés, il est contraint d'aller chercher de la main-d'œuvre qualifiée à l'étranger. Il a une question à vous poser, Jordan Bardella. À tout de suite. Un des arbres. Je le disais à l'instant, beaucoup d'appels pour vous poser des questions. Jordan Bardella, président du Rassemblement National, face aux auditeurs d'Europe 1 Midi. On va partir en Occitanie, retrouver Gilles. Gilles, bonjour Gilles. Bonjour. Jordan Bardella vous écoute. Bonjour monsieur. Et vous, bonjour monsieur Bardella. Vous êtes chef d'entreprise. Quelle est votre question à Jordan Bardella? Voilà, écoutez, aujourd'hui, je fais face à d'énormes difficultés de recrutement de main-d'œuvre qualifiée. J'ai été contraint de recruter du personnel à l'étranger, et notamment au Maghreb. Et ma question est très simple. Si demain, je fais toujours face à ce déficit et que vous êtes au pouvoir, aurons-nous toujours la possibilité d'aller chercher de la main-d'œuvre qualifiée à l'étranger? Alors, comme tout à l'heure, j'ai une toute petite question avant que Jordan Bardella vous réponde. Vous êtes chef d'entreprise dans quel domaine? Automobile, maintenance automobile. Oui, maintenance automobile. Jordan Bardella vous répond. Bonjour monsieur, merci pour votre question. Bon, d'abord, moi je suis pragmatique, si vous voulez. Si dans beaucoup de domaines aujourd'hui, on n'arrive plus à recruter, on nous dit, et les chefs d'entreprise nous le disent, on n'a pas d'autre choix au moment où on se parle que de recourir à de la main-d'œuvre étrangère. On ne va pas arriver à la tête de l'État et dire demain matin à 8h30, vous ne pouvez plus employer de la main-d'œuvre étrangère. Le sujet, c'est de comprendre pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on ne trouve pas de main-d'œuvre dans un certain nombre de filières. Je pense que le sujet le plus essentiel et le plus vital, c'est celui de la formation. On a dévalorisé depuis maintenant plusieurs années les métiers manuels et les filières professionnelles. Ça fait maintenant très nombreuses années qu'on se bat pour mettre fin au collège unique, pour permettre d'orienter dès, je dirais, l'âge de 15-16 ans, les jeunes vers les métiers professionnels ou manuels, si tant est qu'ils en aient le souhait et qu'ils se sentent plus à l'aise dans ce domaine-là. Mais on a un vrai sujet aujourd'hui sur la formation. Je veux dire, quand on voit que 40%
des élèves qui arrivent en 6e ont des difficultés à lire, écrire ou compter, l'école devrait être le sujet central de l'école d'aujourd'hui, je veux dire, c'est la compétitivité de la France de demain. Donc il y a un sujet sur la formation. Deuxièmement, il y a aussi un sujet sur les salaires et sur le logement, parce que pour élargir un peu et pour parler des emplois saisonniers, il y a beaucoup de jeunes qui nous disent, mais en fait, on aimerait accepter ces emplois. Le problème, c'est que bien souvent, quand vous allez servir, alors j'élargis un peu dans l'hôtellerie ou la restauration, vous mettez l'intégralité du salaire dans le logement. Donc il faut créer des logements, il faut faciliter la priorité des jeunes pour le logement pour l'été, mais d'une manière plus générale, il faut, je crois, tout miser sur la formation professionnelle et valoriser les métiers manuels. Et puis, Jordan Bardella, je vais vous faire bondir. Ouais, pardon, je fais des Oui, phrases à rallonge, terminé. mais non, mais je veux dire, il y a beaucoup de chefs d'entreprise aussi qui ont conscience que c'est des métiers dans lesquels il faudrait peut-être augmenter un peu les salaires. Or, ils ne le peuvent pas parce que les charges et le coût du travail qui pèse aujourd'hui sur les chefs de TPE-PME est absolument un marteau pour eux. Donc, nous, ce que nous proposons, c'est de dire aux chefs de TPE-PME, vous augmentez les salaires de 10%, un coup de pouce dans cette période d'inflation, et ces 10% de hausse sont exonérés de cotisations sociales. Et ça, c'est un vrai instrument qu'on met à leur disposition. Mais je vais vous faire bondir, mais ce que vous dites, je l'entends de la bouche de la majorité. La formation, le lycée professionnel, augmenter les salaires, on demande aux entreprises d'augmenter les salaires. Et du pragmatisme, je ferme pas les frontières parce que en réalité, si on a besoin de main d'œuvre étrangère, on va la garder. Bon, d'abord, la différence, c'est qu'eux sont au pouvoir, pas moi. Bon, je veux dire, c'est pas parce que ce que disent les chefs d'entreprise, tous les chefs d'entreprise le disent et le partagent, indépendamment si c'est partagé par des gens de la majorité ou des gens du Rassemblement national. Je pense qu'il y a consensus sur ce sujet, mais je veux aussi rappeler que l'immigration a été utilisée depuis des années, et notamment par les grandes boîtes, pour faire peser à la baisse sur les salaires. Je pense à la directive du travail détaché, par exemple, qui vous permet, dans les secteurs du bâtiment ou des transports, d'aller chercher de la main-d'œuvre en Europe de l'Est et de lui faire payer les charges dans le pays d'origine. Ça crée une concurrence déloyale avec les travailleurs français et ça crée en tout cas les conditions d'une concurrence déloyale et d'un nivellement par le bas des salaires. Donc il y a des solutions, encore faut-il écouter les chefs d'entreprise. Et moi, à chaque fois que je discute avec des chefs d'entreprise, ils nous disent on a un vrai sujet sur la formation. J'ai rencontré à Marignane il y a quelques jours la direction d'Airbus Hélicoptère. On a beaucoup travaillé, on a beaucoup échangé sur ce sujet avec eux et ils en sont à se dire on va monter nous-mêmes nos propres écoles de formation et nos propres campus de formation parce que les institutions de la République française aujourd'hui ne répondent plus à notre demande. Donc il faut écouter les chefs d'entreprise et en tirer les conséquences politiques. C'est un très gros sujet. Hein. Tous les patrons... J'ai essayé de faire court, mais en quelques secondes, c'est pas évident d'y répondre. Mais tous les patrons de PME doivent vous dire quand vous les rencontrez, et en tout cas c'est ce qu'ils nous disent quand ils appellent le Standard Europe Midi, ils ont des difficultés à embaucher. On va aller sur l'immigration. Dominique nous appelle de Haute-Corse. Bonjour Dominique. Bonjour Romain Desarbres, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. 74 ans, vous êtes retraité. Vous avez une question à poser à Jordan Bardella, président du RN du Rassemblement National. Il y a quelque temps, il y a eu un désaccord, une divergence de vue en ce qui concerne la loi sur l'immigration entre M. Gérald Darmanin pour la France et Mme Meloni pour l'Italie. Alors, est-ce c'est un problème franco-italien ou bien un problème avoir un problème européen en quelque sorte? Oui. Élargir le débat en ce qui concerne la loi sur l'immigration. L'immigration. Les trois pays fondateurs de l'Union européenne sont la France, l'Allemagne et entre autres l'Italie. Oui. Dominique, Haute-Corse, vous pose cette question. Jordan Bardella, je suis désolé Dominique, on vous entend pas très bien, mais on a compris votre question. Jordan Bardella, vous répond. Je pense que la problématique migratoire est une problématique française et européenne. Les derniers chiffres qui ont été donnés par Frontex, l'agence de garde-côte européenne, faisaient état d'un nombre d'arrivées absolument record sur les frontières de l'Union européenne, à des chiffres que nous n'avions pas connus depuis 2015. Pour vous donner un chiffre, c'est plus 300% de migrants qui arrivent sur les côtes européennes de manière illégale en Méditerranée orientale par rapport à la même période l'année dernière. Donc on est confronté aujourd'hui à une submersion migratoire qui touche les côtes européennes. La différence entre M. Darmanin et Mme Meloni, c'est que pour Mme Meloni, première ministre italienne, qui partage en grande partie le diagnostic que nous faisons sur l'immigration, l'immigration est pour elle un problème. Pour M. Darmanin, elle est un projet. Et depuis maintenant 2017, ce gouvernement a pulvérisé tous les records
d'immigration. Donc, il faut une réponse française. D'abord, notre pays doit cesser d'être un hôtel et un guichet social pour les populations du monde entier. Quand vous venez en France, que vous n'avez pas travaillé, que vous n'avez pas cotisé, vous n'avez pas à bénéficier de prestations sociales. Moi, je pense que sociales au bout de combien de temps avec le RN les allocations, concrètement, les allocations familiales, moi, je les réserve aux familles françaises. Je pense que les allocations familiales doivent être réservées aux familles françaises parce que sinon, c'est un appel d'air. Pour les allocations chômage, par exemple, je pense qu'il faut un délai de carence et qu'il faut à minima 5 ans, non pas de temps de présence, mais de temps travaillé sur le territoire français pour pouvoir en disposer. Deuxièmement, il faut rétablir le délit de clandestinité qui a été aboli par les socialistes en 2012. Quand vous venez en France sans y avoir été invité, que vous pouvez bénéficier d'un certain nombre de prestations, après vous êtes maintenu et être entré illégalement sur le territoire français, c'est un délit. Ça doit être considéré comme un délit. Ça l'a toujours été, ça ne l'est plus depuis 2012, et donc il faut rétablir ce délit de clandestinité, ce qui nous permettra d'expulser plus facilement les délinquants et criminels étrangers. Et puis il faut protéger les portes de l'Europe en raccompagnant les bateaux de migrants, non pas sur les côtes européennes, comme le fait l'Union européenne, qui est devenue une hôtesse d'accueil pour migrants, mais en les raccompagnant, après les avoir mis en sécurité, dans les ports de départ. Au Danemark, les regroupements familiaux sont limités. Les règles de naturalisation ont été durcies. Un quartier est soumis à des règles plus strictes qu'ailleurs quand la moitié de ses habitants sont d'origine non occidentale. Le pays souhaite délocaliser la gestion des demandeurs d'asile dans d'autres pays. Donc vous voyez que c'est possible. Est-ce que le Danemark est un exemple à suivre? Je vous pose la question. On part en pub, comme on dit. Petite pause publicitaire. On se retrouve juste après. Vous répondrez à cette question. Il y a beaucoup d'appels. C'est déjà la réponse. Au 01 80 20 39 21. J'ai effectivement une petite idée de la réponse, mais vous allez nous expliquer tout ça dans un instant. A tout de suite, Jordan Bardella. Aujourd'hui avec vous, Jordan Bardella, président du Rassemblement national. On parlait de l'exemple danois. Juste avant la pause publicitaire, je rappelais que le Danemark avait serré la vis et possédait une des politiques les plus dures d'Europe désormais. Et qui est un gouvernement socialiste. Social-démocrate, effectivement. Ouais. Plutôt, oui, centre-gauche. Ils sont plus proches initialement de Macron que de nous. Mais... Effectivement, plutôt centre-gauche. Est-ce que c'est un exemple à suivre pour vous, Jordan Bardella? C'est l'exemple que c'est possible. Voilà, et c'est l'exemple qu'à partir du moment où un peuple décide de défendre ses frontières et de protéger son identité, il le peut. Nous, ça fait plusieurs années qu'on porte un certain nombre de mesures. L'une de ces mesures que le Danemark est en train de mettre en place, c'est le traitement de l'asile. Alors, le Danemark veut le faire dans un certain nombre de pays tiers à qui il sous-traiterait la gestion de son droit d'asile. Nous, on souhaite que les demandes d'asile soient déposées dans les ambassades et les consulats des pays de départ. Pourquoi ? Parce que on a passé tous les records de demandes d'asile sur le territoire français, sauf qu'en très grande partie, les demandeurs d'asile ne répondent pas aux critères du droit d'asile. Et en raison de l'impuissance et de la faiblesse des gouvernements qui se sont succédés, ces gens-là restent sur le territoire français. Donc le droit d'asile est devenu une filière d'immigration à part entière, de la même manière que l'est devenu le regroupement familial, et il est donc temps de remettre un peu d'ordre sur ce dossier. Et c'est vrai que le Danemark nous montre qu'on peut reprendre en main sa politique d'immigration, reprendre le contrôle, et c'est ce que nous ferons à partir de 2027 à la tête de l'État. William nous appelle de Haute-Loire. Bonjour William. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Oui, déjà, bonjour. Vous êtes... Bonjour monsieur Bardella. Bonjour monsieur. Vous êtes mécanicien? Oui, c'est ça. Je suis électrobobinier dans le 43. Dans le 43. Dans la Haute-Loire. Bon, voilà. Bon, vous voulez réagir à ce qu'a dit Gilles tout à l'heure, qui est chef d'entreprise, il disait j'arrive pas à embaucher, je fais venir des gens du Maghreb, j'arrive pas à embaucher. Mais exactement, oui. Exactement. Et en fait, si vous voulez, nous sommes une toute petite société où on est 6 personnes. Et en fait, moi, je suis amené à voir énormément de gens, énormément de clients, de grosses boîtes, et qui, elles aussi, bataillent énormément, si vous voulez, à recruter des gens. Oui. Et en fait, je pense que les salaires qu'ils proposent n'ont pas une grande différence par rapport aux aides de l'État. Oui, c'est ça, en fait. Donc en fait, si vous voulez, un exemple concret, quelqu'un qui va gagner en travaillant 1 400 € et qui va toucher 1 200 € qui va rester chez lui, quand vous comptez la garde des enfants, le plein de la voiture... Le calcul est vite fait. Mais le calcul est vite fait. Et je trouve que ça n'encourage pas les gens à aller travailler. Vous gagnez combien ? Vous gagnez combien ? Moi, voilà, je pense que mes salariés m'écoutent et tout ça. Moi, je gagne 2 500 € par mois. D'accord. Net, brut ?
Ouais, je gagne net. 2500 euros par mois. 2500 euros par mois. Voilà, c'est ça. On fait des semaines entre 60, 70 heures. Oui. Moi, voilà, je suis, j'estime que je pense qu'on fait partie des Français moyens, hein, comme on dit, de la classe moyenne. Oui. Voilà, si j'ai envie de partir en vacances, je pars en vacances, il n'y a pas de souci. Je peux aller faire un restaurant avec ma famille. Mais vous faites attention. Voilà. Mais vous faites attention. Mais je fais très attention. Oui. Et plus ça va, et plus je fais attention, en fait, si vous voulez. Et là où je comprends pas, c'est que partout où je passe, toutes les boutiques que je fais, les gens cherchent du monde. Et moi, le premier. Et si vous voulez, ça nous met un frein, en fait, dans notre évolution. Parce qu'on ne peut pas prendre plus de boulot. C'est quand même fou, ça, comme situation. C'est-à-dire que vous avez du travail. Monsieur. Vous pourriez augmenter votre chiffre et vous n'arrivez pas à embaucher. Jordan Bardella vous répond. C'est ce que je disais tout à l'heure. Tous les chefs d'entreprise aujourd'hui tiennent à peu près le même discours. Je pense que vous avez raison, monsieur, quand vous dites en fait qu'au fond, il y a un différentiel qui n'est pas assez important entre ce qu'on gagne quand on est au travail et ce qu'on peut toucher quand on ne travaille pas. Alors on ne travaille pas bien souvent aussi parce que c'est un accident de la vie. Je veux dire, le fait de les gens qui ne travaillent pas par choix, il y a beaucoup de gens qui subissent aussi ce chômage. Faut baisser et qui les aides aimeraient pouvoir travailler. Ou augmenter les salaires. Je pense que c'est un juste équilibre à trouver. Moi, je pense que le travail ne paye pas assez. Et je pense que l'heure de travail n'est pas valorisée à son juste prix. Donc je pense qu'il faut augmenter les salaires. Alors, on n'est pas dans un pays soviétique, c'est pas l'État qui décide de l'augmentation des salaires, il a des instruments pour le faire, et l'un de ces instruments, c'est de diminuer les charges, de diminuer la pression fiscale et la pression sociale sur les charges qui sont appliquées à l'heure de travail. Tous les chefs d'entreprise évoquent ce sujet. Deuxièmement, moi, je crois qu'on doit défiscaliser totalement les heures supplémentaires. Ceux qui travaillent davantage, ceux qui peuvent travailler davantage, ceux dont le chef d'entreprise accepte qu'ils fournissent un effort plus important dans l'entreprise, doivent pouvoir travailler plus sans avoir, d'abord en gagnant plus, et sans avoir à être taxé sur ce sujet. Emmanuel Macron a en partie désocialisé les heures supplémentaires, et moi je pense que l'une des grandes idées qu'on devrait porter, c'est la défiscalisation totale des heures supplémentaires, comme l'avait fait Nicolas Sarkozy en 2007. Je pense que c'était une bonne idée. Par et lui, Hollande. pour le coup, c'était battu pour la valeur, pour la valeur travail. Ça a été l'un des grands engagements de sa campagne présidentielle en 2007. Et je pense qu'il faut aussi baisser les dépenses contraintes, parce que quand vous avez, si vous voulez, 60% de taxes sur l'essence, quand vous avez 35% de taxes sur la facture d'énergie, quand on a mis fin au plafonnement des prix de l'électricité pour les chefs d'entreprise, eh ben, mécaniquement, ce que vous gagnez, vous en redonnez une très grande partie dans ces dépenses contraintes. Et je pense que sur le plus long terme, ça facilitera aussi les relocalisations et la réindustrialisation. Il faut baisser les impôts de production. Et nous, ce que nous souhaitons faire, notamment, c'est de supprimer la C3S, parlera au chef d'entreprise, et de supprimer la CFE, c'est-à-dire la contribution foncière des entreprises, dans des zones qui sont touchées par la désindustrialisation, et notamment dans les zones rurales, pour ramener de l'activité. Parce que là-bas, quand une entreprise met la clé sous la porte, c'est pas juste une entreprise, c'est une boulangerie, c'est un commerce, c'est un lieu de vie, et c'est en soi la vie qui s'éteint dans un village. Beaucoup d'appels au 01 80 20 39 21. Merci beaucoup William de nous avoir appelé de Haute-Loire. Énormément d'appels. On va changer totalement de sujet. On est avec Yvan à présent, qui nous appelle de Marseille. Bonjour Yvan. Bonjour. Vous vouliez parler Bonjour, messieurs. sécurité. Vous dites la sécurité, ce n'est pas un gros mot. Et dans votre rue, il y a un tag qui vous choque. Alors il y avait, je suis descendu dans la rue, il a dû être, parce que là, je vis à Marseille, et la ville de Marseille a dû l'effacer parce qu'ils ont un service qui efface les tags. Oui. Et il y avait un tag qui était scandaleux, quoi. Heureusement qu'il a été signalé, qu'il a été effacé. Le tag indiquait un flic, une balle. Voilà, ça je trouve ça scandaleux. Voilà, c'est pas normal. Il y a des gens qui se permettent d'écrire ça en toute impunité. C'est glaçant, c'est voilà. glaçant, c'est voilà, glaçant. C'est glaçant. Par contre, j'ai une question à Jordan Bardella. Je suis sur Marseille, on parle beaucoup de Kalachnikov, tout ça. En plus, moi, je vis plus dans les quartiers nord, mais j'ai grandi au Castellas, là où il y a eu dernièrement une fusillade. Justement. Donc je sais ce que c'est que le problème d'insécurité. Moi, Posez votre question, beaucoup, oui. Voilà, ma question, ce sont les porteurs d'armes blanches. Voilà, parce que il y a beaucoup de jeunes
qui sont porteurs d'armes blanches. Il y a beaucoup de jeunes qui ont le couteau dans la poche et pour la moindre occasion, ils vous plantent. Voilà, c'est ça la vérité. Devant chez moi, récemment, il y a un jeune qui passait en scooter, il cabrait. Il est tombé, malheureusement pour lui, il est tombé, mais heureusement il s'est pas fait mal. Par contre, il avait son scooter, la selle s'est renversée, et j'ai vu ce qu'il y avait sur le sol, et notamment donc tout a été déversé sur le sol, la selle. Oui, il y avait des armes blanches. Il y avait un couteau avec une lame d'au moins 20 cm. Le jeune, il avait 14 ans, un visage d'ange. Imaginez que vous avez une altercation en voiture avec lui, il sort, il vous plante. Yvan, c'est glaçant ce témoignage d'Yvan. Jordan Bardella. J'étais dans les Bouches-du-Rhône il y a quelques jours, le week-end dernier. J'ai moi-même, et j'en suis élu d'ailleurs, grandi en Seine-Saint-Denis, donc je connais bien cette réalité-là. La vérité, c'est qu'il y a beaucoup de territoires aujourd'hui en France qui sont des zones de non-droit, où les gens ont le sentiment de ne plus être en France et de ne plus être gouvernés par les lois de la République française. Il y a un sentiment d'impunité. Impunité qui touche en premier lieu la délinquance des mineurs, contre laquelle il faut agir en abaissant notamment la majorité pénale, en responsabilisant les parents, je crois, par la suspension des allocations familiales et des aides sociales aux familles de délinquants récidivistes lorsqu'il y a une carence éducative manifeste. Donc il y a des mesures à prendre. Je crois encore une fois que le vrai sujet, c'est la volonté politique. Merci beaucoup Jordan Bardella, président du Rassemblement national, d'avoir répondu à toutes les questions des auditeurs d'Europe 1, enfin toutes celles qu'on a passées à l'antenne, parce qu'il y en avait beaucoup d'autres.